Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à ce vidéo-randia de la semaine du samedi 3 février 2018, le numéro 5, avec un invité vraiment spécial, retrouvé 40 ans plus tard. Il s'agit de Claude Gérard Sarrazin, sur le thème Homo Deus versus Homo Diabolos. Et dans la salle du club créé... Bonjour, chers amis du Québec. J'y ai passé 33 années merveilleuses dans cette belle province. J'en ai gardé un excellent souvenir. J'ai gardé également un magnifique souvenir des émissions ésotérisme expérimentales. Pour des retrouvailles avec un grand ami dans la démarche ésotérisme expérimental, je vous le recommande au plus haut point et vous allez voir que dans la rencontre d'aujourd'hui, l'énergie va monter. Je vous invite aussi à vous préparer pour le congrès ESO 801 qui aura lieu samedi saint le 31 mars 2018 à l'hôtel Sandman, juste à côté du métro de Longueuil. Les billets seront en vente au milieu du mois de février. Ça, le poisson est ici, pardon. De l'autre côté, il y a donc la Vierge. Nous sommes en train de terminer ce cycle-là. Donc, dans le ciel, il y a l'ère du poisson, dont le dieu grec était Poséidon, et ici, c'est Déméter, la Vierge, mais c'est aussi à Hadès, Pluton, qui est en dessous. Bon, nous avons donc vécu cette ère-là, en faisant l'ère du poisson, le signe de reconnaissance des chrétiens, également Poséidon, qui est le dieu du contact, aimez-vous les uns les autres, etc., le signe de l'eau également, le baptême, etc. On est là-dedans. Mais en dessous, caché, là, il y a d'une part, il y a évidemment la Vierge Déméter, mais en dessous, il y a Hadès, avec tout ce que ça représente comme mort, danger de mort, technologie souterraine et tout ce qui risque d'exploser. Si on remonte en arrière, parce qu'on va à l'envers, ça, c'est l'ère du Verseau. Donc on est ici, là, on est en train de passer. On est en train de passer ici. C'est ça, on est bien Bon, ici. si on passe ici, en grec, ça, l'ère du Verseau, c'est Héra, la femme de Zeus, et ça, c'est Zeus lui-même. Mais ça, donc, on passe dans ces signes-là. Les Atlantes sont morts en quittant ce côté-ci pour entrer ici. La Grande Atlantide a disparu ici. Donc, c'était l'ère du Lion, Verseau. Aujourd'hui, on est dans le Verseau, Lion. Ils sont entrés ici, mais c'était avec ce fameux verse eau. Ils sont passés sous l'eau. Cette fois-ci, on va entrer ici, le signe de feu par excellence, et on risque de disparaître d'un coup de bombe atomique. Évidemment, on espère qu'on va pouvoir y rentrer enfin dans l'ère du Verseau. Des bombes atomiques ou le feu, ça peut être aussi le soleil avec ses radiations, l'ozone qui disparaît. Absolument. Là, on peut brûler par ça pourrait être en effet ça aussi. Alors donc, si on entre là-dedans, si on y arrive, au point de vue de la tradition ésotérique atlante en tout cas, si on arrive ici, c'est le surhomme, l'homme transformé, l'homme après l'homme de Satperem. Qui devient le corps glorieux du Christ ressuscité, donc il devient lumière, soleil lui-même. Oui. Si on entre là-dedans, car au point de vue aussi astrologique, c'est le signe du soleil aussi. Donc on entrerait là-dedans si on y arrive. Comment y arriver? Ça, c'est évidemment ce que nous essayons de dire dans nos rencontres. Oui. C'est que pour y arriver, il faut se préparer. On ne va pas entrer dans les... Actuellement, si on laisse faire ce qui se passe dans la civilisation, il n'y a pas d'ère du Verseau. On va se retrouver dans l'ère des cavernes tout de suite. Entre la pollution et tout ce qu'on peut imaginer, on va se retrouver là-dedans. On dit qu'on va vivre un millénium de bonheur et de paix sur la Terre. La meilleure manière de vivre en paix, là, c'est que tout le monde soit rasé, tout le monde va retourner dans la caverne, puis on ne se tirera plus rien sur la tête, on n'aura plus rien à se tirer. S'il y avait un conflit atomique, on n'aurait même pas besoin de préparer les cercueils. Ce que nous disons, puisque maintenant beaucoup de gens m'ont demandé comment on peut parler de l'Atlantide, comment on peut nous rencontrer. Ceci est un extrait des années 1980 d'ésotérisme expérimental. Bonjour, Claude Gérard Sarrazin. Tant d'années ont passé depuis. Bonjour Richard, ça fait tellement d'années que nous ne nous sommes pas parlé, ça doit faire exactement 28 ans la dernière fois que nous nous sommes parlé. Oui, la dernière fois. Mais la première fois où vous étiez passé... Ça fait 40. Ben oui, ça fait tout près de 40 ans. Et vous n'avez pas changé de iota? Vous avez une fontaine de jouvence magique?
Ça, c'est gentil, mais moi, je me vois en gros plan et je dis que j'ai l'air quand même d'un vieux tapis, hein, tout de même. Il y a une chose, c'est que vous n'aviez pas de cheveux à l'époque, ce qui vous donne un air un peu pharaon égyptien, là. Oui, exact. Oui, mais je ressemble peut-être plus à Ramsès II aujourd'hui qu'avant. Ah, tiens, l'idée est pas mal. Oui. Mais je parle de Ramsès II aujourd'hui. Non, écoutez, Ramsès je dis pas Ramsès II en momie, là. On voit à côté de vous un clavier, c'est que vous faites aussi de la musique. D'ailleurs, dans le titre de l'émission, on a bien compris que vous êtes aussi compositeur. Oui, je suis toujours compositeur. Je ne suis plus soliste, pianiste depuis 1975. J'ai fait mes adieux au piano solo à l'église Sainte-Thérèse au nord de Montréal. Et c'était un récital de musique sacrée, mais au piano. Et puis, depuis ce temps-là, je fais du piano, mais surtout je compose pour piano de temps en temps, pour orgue, oui, et pour orchestre surtout. Voilà. Et vous avez quitté le Québec à quelle époque? Le 11 juin 1995. Je suis arrivé dans ma famille à Toulouse, puisque c'était là que ma famille était. Donc, je fais Montréal-Toulouse. Je suis parti le 10 et je suis arrivé le 11 à Toulouse. Voilà. Et comment sentez-vous le changement j'allais dire, non seulement de territoire, mais de public? Ah, c'est énorme. C'est énorme. C'est peut-être un poncif, c'est peut-être quelque chose que tout le monde sait, mais enfin, disons que le contraste, au point de vue antiquité et culturel. Quand je suis arrivé, j'ai retrouvé mes racines, bien sûr, puisque je suis d'ici, mais j'ai senti tout de suite le passé culturel. Nos villes datent au minimum des Romains, c'est-à-dire elles ont au minimum 2000 ans. Et nos cathédrales ont 1000 ans, au moins. Et donc, ça, c'est le passé. Et quant à l'écriture et tout ça, on a des écrits romains, on a tout ça. Au Canada, qui fait partie de l'Amérique, c'est le moderne, c'est l'aujourd'hui. Le passé, c'est assez petit, puisque la Nouvelle-France, c'était quand même pas la culture qui arrivait, c'était des gens qui faisaient ce qu'ils pouvaient, hein. Et donc, au point de vue culturel, c'est nouveau, c'est la Révolution tranquille, avec René Lévesque et tout ça. Oui. Bon. Oui. Ça, c'est la différence. Côté positif, donc, quand je suis arrivé, j'ai recommencé à étudier, à travailler, c'est comme si je faisais un nouveau doctorat. Très bien. Au Canada, j'ai appris ce que c'est que l'initiative, ce que c'est que la débrouillardise, ce que c'est que l'imagination et un public très ouvert. Bon. Le côté négatif, quand je suis arrivé ici, les gens avec ce passé culturel sont un peu blasés et ils ont un petit peu, enfin pas des œillères, mais enfin des manières de penser très structurées, et ils ne sont pas aussi ouverts. Et quand je donne une conférence en France, j'ai 60 personnes. Pour avoir 1000 ou 2000 comme j'avais quand on était au Canada, il faut être à Paris et être une vedette consacrée. Alors à ce moment-là, on peut avoir. Mais si quand on est ailleurs, on dit, oh, mais c'est bien, 60 personnes. Mais, tandis qu'au Canada, on en avait un peu plus. Oui, mais vous savez, ça a changé ici aussi au Canada, étant donné qu'Internet donne l'opportunité à tout le monde d'aller voir les conférenciers gratuitement sur Internet en général. C'est vrai. Oui. C'est ce que je fais moi-même quand je regarde Internet. Alors donc, la différence, elle est là, c'est que si le Québec était un pays tempéré comme là où je suis, puisque je suis près de la Méditerranée, je crois que j'y retournerai maintenant que j'ai fait mes études et tout ça, parce que l'accueil et l'ambiance que j'avais là-bas me manque. Je ne peux pas y retourner pour différentes raisons, et surtout parce que j'aime pas le climat froid. Hein. Maintenant que j'ai retrouvé la Méditerranée, c'est quand même quelque chose. Hein. Aujourd'hui, c'est un temps de cochon, il fait 12. À l'heure où nous parlons, il fait 12, mais c'est affreux, parce qu'on est en plein hiver. Hein. Mais tandis que là-bas... Mais ici aussi, il fait 12, sous zéro. Mais en dessous. Oui. Voilà. Et je m'en souviens très bien de quand le matin, il fallait gratter les voitures, parce que s'il y avait une couche de glace, enfin, je m'en souviens très bien. La mettre en route, parce que si on partait tout de suite, le moteur calait, je me souviens de tout ça. Alors ça, c'est le vilain côté, mais c'est secondaire. Hein. Mais enfin, voilà, la différence a été au point de vue de l'ouverture. Ici, il faut être consacré pour être accepté. Là-bas, on commence et puis, il y a de tout, bien sûr, il y a des bons et des mauvais. Mais au moins, si on veut faire quelque chose, on peut. Oui. Voilà. Alors donc, ça a été une grosse différence que j'ai trouvée. Voilà. Alors, je suis content d'être là, mais je suis content d'être en France.
mais j'étais content d'être là-bas aussi. Bravo, c'est bien. Vous avez été très prolifique à l'époque, ici au Québec. Vous aviez plusieurs livres, entre autres sur l'Atlantide. Oui. J'en suis actuellement, on en a publié, parce que j'ai continué, bien sûr, en quittant le Canada. J'en suis à 54 livres publiés papier, plus sur ceux qui sont en téléchargement, et celui que je suis en train de terminer, là, et que j'aimerais bien publier papier pour donner un peu de poids à ce que je fais là. Mon premier choix irait comme à deux éditeurs québécois dont j'ai gardé des bons souvenirs. C'est, pour des raisons différentes, Ariane, qui est très, très répandu en France, et excellent. Et puis, à Québec, c'est le Dauphin Blanc. Parce que le patron, quand je lui avais écrit, il m'a dit « Mais je vous connais, je lisais vos livres quand j'avais 17 ans. » Bon, alors donc, et c'était grâce à Richard Glenn qui lisait mes livres. Et Ariane, voilà. Et Marc Vallée, qui est avec nous régulièrement ici sur l'ésotérisme expérimental. En 2017, il a participé à nos activités, nos congrès, etc. Oui, c'est en effet une excellente maison d'édition. Mais vous savez, Claude Gérard, aujourd'hui, c'est possible aussi de distribuer à travers Internet. Hein, alors, oui. Oui, si personne n'en veut, on prendra Internet, c'est certain. Continuons, parce que ça, c'est ma petite personne. Et de quel sujet voulez-vous traiter dans votre livre? Dans mon prochain livre, celui que je suis en train de terminer, eh bien, c'est une chose qui intéresse beaucoup, ésotérisme expérimental, la nouvelle conscience, la mutation de l'humanité. Il y a actuellement, selon pas mal d'observateurs, un changement, ça fait bien de dire de paradigme, mais on va dire en termes plus simples, il y a un changement de conscience. Il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à d'autres réalités, et tous ces petits-enfants qu'on appelle indigos, et qui montrent une croissance extraordinaire de la conscience humaine. Alors c'est ça mon prochain livre. Je parle de ce qu'on constate et de ce qu'on peut faire pour participer et, si possible, accélérer. Actuellement, il y a un livre qui se vend à millions d'exemplaires sur la Terre qui s'appelle Homo Deus. Homo Deus, ah tiens, incontournable, on parle de 6 millions de livres vendus déjà. Il est traduit dans presque toutes les langues importantes du monde. Avant, son prédécesseur, c'était le livre Sapiens, toujours écrit par le même auteur, chez Albin Michel en français. D'accord. Yuval Noah Harari. Bon, ben j'irai voir ça. C'est un professeur d'université en Israël qui fait mer et monde avec toute l'histoire de l'humanité depuis ses débuts, avec Sapiens. Et puis l'an dernier, en 2017, il publiait Homo Deus, qui nous raconte un peu l'histoire présente et future de l'humanité. Vers quoi se dirigeons-nous? Alors, vous êtes de la même pensée, si on veut. C'est ça, oui, absolument. Alors, Claude Gérard, étant donné que j'ai pris connaissance d'Homo Deus, je vais vous coller au pied du mur sur des sujets qui sont traités de manière magistrale par le fameux livre Homo Deus. D'accord. Et, vous êtes libre de me répondre et puis d'aller dans les directions que vous souhaitez. Mais on se rend compte qu'on est dans une époque de changement de paradigme. Oui, absolument. Le paradigme, ce ne sont plus seulement ce qui était l'apanage de l'époque du sapiens, c'est-à-dire la rêverie, l'imaginaire. On pouvait faire croire des choses aux gens par la parole, alors qu'on est entré dans une ère dont le paradigme principal est la science qui prouve en laboratoire ce qu'on avance. On ne croit plus. On vérifie et on a des réalités concrètes. Alors j'ajouterais, je ne sais pas s'il en parle parce que j'ai pas encore lu son livre, moi j'ajouterais, c'est qu'il y a une énorme différence entre le passé et aujourd'hui, c'est qu'avant on faisait des expériences extérieures de labo, aujourd'hui on les fait dedans. Car la nouvelle conscience, selon mon optique à moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus. C'est la partie intérieure. Moi, ce qui m'est que les savants fassent une super bombe ou un super traitement, c'est très bien pour eux. Et tant pis pour ceux qui sont dessous. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'individuellement, tout ça, ça ne me touche pas, ni ça ne touche pas les autres. Sauf s'il y a Tchernobyl ou Fukushima.
Mais la conscience intérieure qui nous permet d'avoir des expériences, qui nous permet d'être homo deus incarné, c'est ça qui m'intéresse, moi. Qu'on dise que l'homme futur sera un Dieu, j'en suis certain, mais en attendant, nous avons intérieurement déjà un Dieu, puisque je suis chrétien, je peux dire le Christ en nous. Et en tant qu'ésotérique, je vais dire il y a une conscience immortelle en nous, au centre de l'être. Cette conscience-là, on l'avait toujours mis de côté parce que c'était le diable qui parlait et tout ça. Or, cette conscience-là, on la connaissait déjà du temps des Grecs et bien avant, puisque Socrate parle de son daimon, c'est pas un démon, c'est la conscience divine. Bon, on connaissait ça déjà, mais ça a été mis sous le manteau parce qu'il fallait être humble et respectueux, et puis après la science s'est emparée de tout ça, et ça a été l'époque des Lumières et tout ça, et c'est le matérialisme. Il n'existe que la matière, et tout le reste, ce sont des rêveries. Pour les matérialistes, le cerveau, c'est l'homme. Il y a quand même des expériences qui ont été faites en clinique qui démontrent que les sorties du corps dans le coma et tout ça, la personne laisse le cerveau quand même sur la table d'opération et que la personne se promène ailleurs. Et puis ça, c'est vérifié maintenant scientifiquement. Hein. Alors c'est cette partie intérieure qui, moi, m'intéresse, m'interpelle. Et mon livre est basé surtout sur ça et très peu sur l'extérieur. C'est basé sur ce que nous pouvons faire. Alors, voilà, intéressant, Gérard, parce que Homo Deus fait beaucoup l'éloge du Dieu prothétique, des prothèses. On va ajouter, c'est ça, de l'intelligence artificielle. On va ajouter de la mémoire. On va ajouter des prothèses qui vont lui donner une force supplémentaire, une vitesse, une précision dans le geste. Mais tout ça est, comme vous dites, de l'extérieur et dans la matière. J'aime beaucoup ça, Claude Gérard. Vous apportez un élément que dans le livre Homo Deus, on ne traite pas tellement l'aspect que j'oserais dire spirituel. Absolument. Absolument. Et moi, je suis absolument un mystique parce que j'écoute certaines choses pour agir, enfin pour écrire. Je dois dire, même si on est en public, tant pis, on me prendra pour un fou, mais tant pis. Moi, je n'invente rien. Quand j'ai écrit un livre, quand j'étais jeune, j'avais mon stylo et j'écrivais. Après, j'ai eu ma machine à écrire et maintenant, j'ai l'ordi. Mais je ne fais pas de brouillon. Moi, j'écris comme ça. Et je dois dire, quand j'étais à l'université de Montréal ou du Québec, on me demandait comment je préparais mes mémoires et mes thèses. Ben, de la même manière, je lisais tous les livres nécessaires, je les mettais dans un coin, puis quand j'avais tout lu, je commençais à taper ma thèse, et après je faisais le plan quand la thèse était finie. Alors, évidemment, c'est pas des choses à faire, hein, mais enfin, c'est comme ça que je faisais. Je dois dire que ça n'a pas empêché d'avoir des bonnes notes, hein, mais enfin, disons que c'est ma technique, je préfère l'être intérieur qui se branche où il faut pour savoir et pour pouvoir s'exprimer correctement, et puis voilà. Ce n'est pas de l'écriture automatique. Hein. Je ne suis pas un médium qui écrit en écriture automatique. Je reste toujours lucide, c'est-à-dire que je peux à tout temps lever mes mains et dire non, je suis pas d'accord. Donc, ce n'est pas une sorte de servitude. Non, 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 non. Quant aux hommes mélangés, les cyborgs, là, personnellement, je le dis, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'en empêcher. Ben, est-ce qu'on pourrait pas penser faire un mariage des deux réalités? C'est-à-dire que la technologie de pointe, on parle de nanotechnologie, on parle de contrôle génétique, on parle de science de l'ADN, on parle donc de l'amélioration biologique de l'être humain. Des OGM. Ça fait des OGM. Oui, aussi. Et ça sera deux formes d'humanité qui seront peut-être, j'espère, côte à côte. J'espère qu'elles ne seront pas rivales, mais je ne serai jamais dans la partie cyborg. Ça, jamais. Je pense, écoutez, là, est-ce qu'on a le droit de parler de Dieu en public, là? Ben, certainement, mais Claude Gérard, je vous regarde avec des lunettes. C'est déjà un début d'entrée de cyborg. Ah oui, bien entendu. Mais ça aussi, on peut, à la rigueur, on pourra corriger. Je pourrais éventuellement raconter des petites histoires là-dessus. Hein. Mais on disait quoi avant de parler des... Mais vous vouliez parler de Dieu. Ah, de Dieu. Bon, oui. Il n'a pas construit... enfin, c'est pas lui directement, mais enfin, on n'a pas construit l'humanité pour en faire des machines. On a fait l'humanité, comme dit l'Évangile, Jean 14, 12, pour faire ce que l'un des envoyés a dit. Jésus a dit dans Jean 14, 12,
toutes les œuvres que j'ai faites, vous les ferez, et plus encore quand je retourne au Père. Il a dit dans Marc 16, 17, 18, que ceux qui ont cru pourront saisir des serpents dans leurs mains, boire du breuvage mortel, guérir, enfin tout ça, chasser les démons. Il n'a pas dit ça comme ça, pour que tout d'un coup on remplace tout ça par une mécanique qui nous submergera peut-être comme dans les films de science-fiction, et on deviendra Matrix ou autre chose peut-être bien réaliste là. Alors moi je suis du côté de ceux qui ont fait descendre sur Terre des humains à l'image de Dieu. C'est-à-dire des humains qui vont avoir des capacités, comme il dit dans l'Évangile, et surtout qu'il a bien dit, mes paroles ne passeront point, ça c'est plus le numéro du verset. Mes paroles ne passeront point, et ce qui retirera un iota sera coupé de l'arbre de vie. Bon. Là vous êtes vraiment en marge de ce qu'on appelle le paradigme nouveau, qui va faire fi de toutes ces anciennes traditions religieuses. Voilà. On a beau parler de spiritualité, mais vous faites référence à des textes écrits et la lettre dessus, et l'esprit vivifie. Mais quand on fait référence à la Bible, au Coran, à la Torah, ou les Upanishads, ou le Mahabharata, on n'est pas dans le spirituel, on est dans la matière transportée par des livres, par des textes, par des écrits, alors que, et dans le Homo Deus, ben, c'est justement, on se rend compte que l'être humain va vraiment progresser, puis je dis bien progresser, et peut-être évoluer en même temps, souhaitons-le, par l'apport matériel. L'être humain, on dit d'ailleurs, hein, la vertu grandit dans un minimum de confort matériel. Oui. Ah ben, je suis tout à fait d'accord, mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai parlé de la Bible parce que les gens connaissent, mais je ne me réfère pas à ça pour faire mon travail de nouvelle conscience. Parce que, on disait tout à l'heure, on porte des lunettes, je suis bien d'accord, mais il est possible, et j'ai des preuves, qu'on peut aussi enlever les lunettes et guérir comme ça. Il fut un temps où j'étais guérisseur. J'ai été guérisseur, comme on en parle aujourd'hui, on va dire, pendant 10 ans, jusqu'en 85, où je suis tombé très malade. Et j'ai failli mourir. Bon. Eh bien, quand je dis guérisseur, c'était des banalités. Par exemple, quelqu'un s'était coupé le dessus de la main avec le dessus d'une scie tronçonneuse. Au Canada, on disait une scie à chaîne. Donc, il avait une blessure ouverte. Bon. Ben, il est venu vers moi et m'a dit, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé, est-ce qu'on voit ma main? Non. Oui. J'ai fait comme ça. Ça a pris 2 minutes. La blessure se refermait sans cicatrice. J'ai pas besoin de machines compliquées, ni de bombes atomiques, ni de nanotechnologie. Et tous les guérisseurs peuvent faire ça. Donc, j'ai fait ça et ça s'est arrêté. Ben, si tous les guérisseurs pouvaient le faire, il y en aurait partout dans les hôpitaux pour soigner les gens au lieu d'attendre. Mais on n'en veut pas. Parce que ça coûte rien, mon histoire, moi. Et il n'y a pas d'hospitalisation. La personne qui était blessée, ben, c'était fini, elle était comme ça. Une de mes collègues, elle s'était démontrée. Claude Gérard, là, je peux pas vous laisser continuer longtemps dans cette piste. D'accord. Parce que, évidemment, on va dire, écoute, c'est un vieux fou. Il va nous faire croire qu'il va remettre des jambes, qu'il va faire pousser des bras, qu'il va soigner. Si c'était le moindrement prouvé, ce serait déjà appliqué. Peut-être que dans le nouveau paradigme, il y aura une compétition entre les matérialistes et les spiritualistes, et plus les matérialistes vont vouloir s'imposer, mais plus les autres vont commencer à se manifester et que les faits vont être probants. Bien sûr, mais il y a des études qui sont faites, et il y a des hôpitaux importants, comme par exemple à Toulouse, il y en a un qui a invité un de mes amis qui avait des pouvoirs comme ça, et c'est l'hôpital qui l'a invité. Ben, les barreurs de feu sont acceptés en France, les barreurs de feu. Mais oui, je faisais ça aussi quand j'étais guérisseur. Donc, ce sont des choses qui sont connues. Et je ne suis pas en train de faire la marque, mais on a parlé du surhomme. Pour moi, le surhomme, c'est ça. C'est celui qui va pouvoir faire ça à volonté. Et s'il ne peut pas le faire, il connaîtra des gens qui le font. Quand on voit les petits enfants surdoués à qui on donne des piqûres ou des pilules de Ritalin ou de Ritaline, je ne sais pas comment on dit en Amérique, pour arriver à les lobotomiser, afin qu'ils soient tranquilles en classe. Mais c'est pas comme ça qu'on va les laisser vivre. Mais heureusement, il y en a qui se défendent déjà, et puis un jour, il y aura des mutants qui vont malheureusement tourner du mauvais côté, et qui vont embêter les humains parce qu'ils auront des pouvoirs supérieurs aux machines, et ils vont faire sauter la machinerie. On me croira pas, mais j'ai une de mes amies qui est au Québec, qui peut faire sauter un ordinateur qui reste rien dedans.
eh ben, c'est la machine qui plie devant elle. Vous connaissez sans doute Gérard Messadier, qui a écrit un livre sur Jésus-Christ et qu'il avait intitulé « Cet homme qui devint Dieu ». Et le Homo Deus devrait peut-être suivre cette piste-là. En effet, cet homme qui deviendra un Dieu, Homo Deus, l'homme-Dieu, mais pas l'homme-Dieu par la matière, mais l'homme-Dieu par les pouvoirs spirituels, comme vous parlez, c'est ça, hein? Bien sûr, mais enfin, tout à sa place, et il fait ça. Il y a des gens qui sont construits en pensée et en acte pour être comme ça. Je n'ai rien à redire. La seule chose, c'est qu'on ne vienne pas empêcher les gens comme nous de le faire. Moi, je les empêcherai pas de faire, sauf s'ils viennent me casser les pieds. Là, d'accord. Mais s'ils restent dans leur domaine, je resterai dans le mien. Moi, je ne dérangerai pas personne en allant faire des grandes démonstrations, des grandes déclarations. Je ne suis pas ni ministre ni député, et donc je parle dans mon coin. Là, nous sommes en public avec des gens qui, je crois, sont initiables, puisque sans ça, ils ne seraient pas venus nous écouter. Et donc, on a parlé un petit peu librement. Mais encore une fois, je tiens à dire, je ne suis pas un intégriste. Je dis que chacun vive ce qu'il veut. En indien, on dirait, en sanskrit, on dirait son dharma. Si son dharma, c'est d'être un matérialiste et d'accepter les cyborgs, qu'il le fasse et que les autres le suivent. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis bio, mais il y a des gens qui mangent autre chose. J'ai rien à dire, moi. C'est leur problème, c'est pas le mien. S'ils sont heureux, et pourquoi vais-je les déranger? Bon, parlons du nouveau monde. Le nouveau monde qui arrivera, moi je parle d'un changement de paradigme autour des années 2023 et les choses que j'annonçais il y a 40 ans, 2023, vous verrez 2023, ben 2023 est à 5 ans de maintenant. Oui, et absolument. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, là, convergent, que ce soit une destruction apocalyptique de la planète par les armes nucléaires, ou autre, et puis peut-être une prise de conscience qui va nous faire sortir de la prison dans laquelle nous sommes depuis des milliers d'années. Alors, quels sont, d'après vous, les premiers éléments qui vont nous montrer l'arrivée de ce nouveau monde? À mon avis, et c'est le but de mon livre, ces éléments, ces signes sont nets. Il suffit d'ouvrir les yeux, et mon livre entier montre des signes prouvés. C'est pas des signes comme ça qu'on dit. Voici, je donne les expériences qui ont été faites en labo et tout ça, et il y a des signes. Et ceux qui ne les voient pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas les voir. On dit, oh, ça n'existe pas, la capacité d'aller découvrir ce qui est sous terre sans avoir une machine. Pendant ce temps-là, tous les services secrets, toutes les grosses compagnies engagent des sensitifs pour aller regarder sous terre où l'en face les espions, et tout ça, c'est certain. Et tous les services secrets le font. Je suis fils d'un policier de la sûreté. Déjà, à son époque, donc ça fait longtemps, ils utilisaient déjà des gens comme ça. Dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de ça, là, il y a commissaires, généraux et tout ça, là. Ils me disent dans le creux de l'oreille, mais bien sûr que nous savons tout ça. Donc les services secrets, il n'y a qu'à regarder, il y a des livres qui sont écrits par des gens qui à un moment donné ont le droit de dire des choses. Eh bien, c'est déjà fait. Donc si on ne veut pas le voir, on a le droit de ne pas le voir. Mais là où je trouve que c'est un peu... Donnez-moi une liste, on parle de remote viewing, de vision à distance. Oui. De télépathie, de télékinésie. Exact. Mais vous parliez de guérison par la force, comme dans la guerre des étoiles, la force soit avec toi. C'est ça, exact. Bon, alors, vous croyez que ça va devenir le quotidien dans le nouveau monde? Des guérisseurs, des gens qui peuvent faire de la radiesthésie, des gens qui peuvent faire de la guérison, ça va courir les rues, là. Ah non. Alors là, minute. Là, il y a malheureusement le bémol. Comme on dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Parce que la porte est étroite. Je prends des termes bibliques, mais ça représente quand même des mythes quand même fondamentaux. Tout le monde est appelé à le faire. Mais pour y arriver, il faut faire. Il faut travailler, il faut se préparer. Quand j'ai voulu devenir pianiste, ah non. Quand je suis devenu pianiste, c'est pas descendu comme ça. J'ai pris des cours et j'ai travaillé pour devenir pianiste. Je suis compositeur, j'ai dû apprendre la composition.
Et même Mozart, il avait un père qui était quand même un grand compositeur et qui a écrit des belles œuvres. Donc il a appris. Donc ceux qui vont faire partie de ça, c'est pas l'humanité, ce sont ceux qui vont s'élire eux-mêmes en faisant le travail préparatoire et le travail d'urgence, enfin constant. C'est un gros travail. Ce n'est pas un don. Le don est offert, c'est un don. Hein. En haut, on nous dit, vous le voulez, je vous le donne. Si vous le prenez, vous faites. Si vous faites rien, rêvez. Restez un poète, vous avez le droit, c'est très bien. Mais ne dites pas après que non, moi c'est pas l'humanité. Non, l'humanité, elle peut devenir cyborg. Ça, oui, ça c'est possible. Parce qu'il n'y a rien à faire qu'à avoir des spécialistes qui vont faire les branchements. Tandis que dans l'humanité dont j'ai parlé, dont nous avons parlé, il n'y a pas de branchement. Vous le faites ou vous le faites pas. Il y a des gens qui ne perçoivent rien. C'est comme ça. Mais à l'époque où je faisais beaucoup de séminaires, ben je dois dire qu'après un séminaire, 80% des gens percevaient des choses qu'ils n'avaient jamais perçues. Donc c'est faisable. Mais il faut le vouloir. Là, actuellement sur Internet, vous donnez des cours, des enseignements, Claude Gérard Sarrazin. Vous pouvez me rappeler le nom de votre site, qu'on puisse l'indiquer en bas de l'écran? C'est mon nom, tout simplement, avec des tirets, le tiret long, là, le long tiret. C'est Claude-Gérard-Sarrazin. Mais il suffit de taper Claude Gérard Sarrazin et ça apparaît immédiatement. Bon. Alors, donc, et vous donnez des cours, entre autres, de radiesthésie avec le pendule et tout ça? Ça, c'est sur YouTube, ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais j'ai arrêté de faire des belles vidéos comme ça, comme j'ai fait sur YouTube, parce que je n'ai plus mon technicien qui faisait la vidéo pour moi. Et moi, je ne veux pas faire comme beaucoup de gens, mettre une caméra devant moi et parler. Et moi, quand je regarde ça, je zappe, parce que ça m'embête. Moi, je veux des choses où ça bouge, où on change de plan, où on met des images. Enfin, moi, je veux, si je fais un cours, que ça soit comme ça. Et je l'ai plus, mon technicien. C'était mon filleul. Et il est parti, il a commencé par aller au Japon, aux États-Unis, maintenant il est en Suisse. Bon, donc il fait sa vie et puis c'est tout, hein. Et je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui soit disponible pour refaire ça. Alors j'ai arrêté de faire des vidéos. Allez au village, allez au restaurant, allez au café du coin, vous allez sûrement vous faire des adeptes et quelqu'un peut vous donner un coup de main, parce que c'est pas vraiment très compliqué à faire tout ça. Moi, j'ai Geneviève qui est avec moi, qui change la caméra régulièrement, sauf pour l'entretien qu'on pré-enregistre actuellement et qui nous permet tout simplement d'avoir un premier échange. Il y a déjà quelque chose de placé dans la salle du club créé, du mois de février, salle 1802. Que nous avons fait d'une manière plus intimiste. Hein. Vous vous êtes dit, on a parlé beaucoup de votre période au Québec et tout ça. Maintenant, avec vous, là, c'est ce matin, ce soir, c'est d'aborder l'idée d'un nouveau monde. Vous étiez en Europe, ce qu'on appelle l'ancien monde, l'ancien continent. C'est ça. Vous étiez au nouveau monde d'Amérique. Et là, vous êtes retourné là-bas. Mais est-ce qu'on parle d'un nouveau monde qui va englober toute la planète Terre? Oui. Il n'y a pas d'ancien et de nouveau parce que ces deux caractéristiques font partie du passé. Et là, on parle d'un nouveau monde, c'est vraiment un autre monde. Hein. Alors, il y aura, à mon avis, avec notre discussion, je suis bien d'accord, il y aura deux mondes. Il y aura ceux qui vont côté technologie parce que c'est commode d'avoir des lunettes plutôt que de travailler pour avoir la vue parfaite. Hein. Et il y aura ceux qui vont travailler pour être homo deus, au sens vrai. Au sens vrai, c'est-à-dire à l'image, au sens vrai, parce que moi je n'appelle pas un homo deus, celui qui est assis sur un vélo à deux pieds là et puis des bras articulés. Pour moi c'est pas homo deus. Pour moi un homo deus c'est un homme qui ressemble aux dieux, comme les dieux grecs ou ce qu'on voudra, ou aux anges si on ne croit pas qu'il y ait des dieux. Pour moi, c'est ça, un homo deus. C'est quelqu'un qui est un ange dans un corps physique. C'est ça, un homo deus. Avec les capacités d'un ange. Ça a l'air rêveur, je sais. La caractéristique entre les dieux chez les Grecs, entre autres, et les humains, c'était qu'on disait les dieux sont les immortels et les humains sont les mortels. Croyez-vous qu'on pourrait atteindre une longévité sans que ce soit prothétique, là, par la nature même des choses? Alors, oui, c'est exact. Nous avons déjà en nous un être immortel. Moi, je suis réincarnationniste. Hein, et donc, à la mort du corps, cet être immortel, il revient et il recommence une autre vie. Bon.
Mais dans le processus de transformation, il y a la capacité de régénérer les cellules et même l'ADN pour qu'on arrive à se régénérer sans cesse. Il semblerait que la première étape serait de vivre déjà quelques siècles. Puis la deuxième étape, la deuxième fournée, serait de encore plus pour arriver à un jour lointain, peut-être 2000, 3000 ans, d'avoir l'immortalité. Mais pour le moment, elle n'est que théorique, parce que pour l'instant, la matière est soumise à l'entropie. Elle se défait et en est matière, et pour le moment, ça se défait. Néanmoins, on peut faire certaines choses, quand même. Parce que il y a des expériences qui sont faites constamment, et je suis sur Internet tous les jours, mais j'achète au moins un livre par semaine pour être au courant de ces recherches. Et quand on regarde ceux qui signent, c'est pas toujours des tordus. Il y a parfois qui ont le prix Nobel de ceci ou de cela. Hein. Alors on dit des choses. Il y a le Dalai Lama qui a reçu plein de savants chez lui, et lui il a l'air d'être drôlement cultivé en plus, pour parler de ces choses-là. Et il a écrit, lui, un peu triste, la plupart de ces savants sont venus pour démontrer qu'ils savaient, que moi je ne savais pas, mais en même temps de pouvoir être photographié à côté du Dalai Lama. Il est quand même lucide et il a vu que on ne veut pas tellement entendre ce qu'il a à dire. Et pourtant, il doit en savoir des choses, parce qu'au Tibet, ils ont des traditions avec beaucoup de capacités. Hein. Oui, voilà. Ces capacités Angulpa, Tumo, de dégager une chaleur dans un endroit où il fait très froid, Angulpa, de marcher sans toucher le sol ou à peine par la pointe des pieds et aller très très rapidement. Et puis longtemps, ils marchent comme ça très longtemps sans boire ni manger. Tout à fait, ils font ces choses-là. Et ceci, il y a la fameuse Alexandra David-Néel qui est allée, qui a passé du temps là-bas, et elle a ramené des photos, et on voit que c'est vrai, hein, tout ça. En plus, je dirais pas de nom, mais une de mes amies a son grand-père qui a été initié au Tibet. Mais il y a très longtemps. Et il est devenu amiral de la flotte, là, et je ne veux pas dire le pays. Et pendant la guerre, son sous-marin a coulé. Et il est allé par 100 mètres de fond. Il était foutu. Parce qu'il n'y avait pas moyen de faire plus, le marin est au fond. Alors lui, il s'est souvenu de ses initiations. Tenez-vous bien. Il a demandé qu'on le projette avec le lance-torpille à la surface. Il a donc été projeté sans scaphandre, sans arrêt, sans palier pour décompresser, de sous-marin à la surface. Et de la surface, il a nagé pour aller demander du secours et dire le sous-marin est là, allez le chercher. Et il est sorti vivant, sans aucune décompression, et sans scaphandre. Et ceci, c'est écrit. Son nom. Bien sûr, mais je ne vais pas le dire. Ben oui, donc ceci, c'est un cas important. Je suis sûr qu'on peut le retrouver dans l'histoire, parce que je pense qu'il y a eu un film qui a été fait sur son histoire à lui. C'est bien possible, mais enfin, non, je connais son nom, mais je ne peux pas le dire, parce que la famille ne veut pas être importunée. C'est à cause de sa famille qui ne veut pas être importunée. On fout un peu de la famille, là. C'est un personnage qui a fait époque et qui a fait une réalisation qui est, j'allais dire, surhumaine, et ça n'appartient plus à la famille, ça appartient à l'humanité de se rendre compte que ça a existé, un personnage qui a fait ça. C'est comme si Lindbergh décidait que la famille de Lindbergh n'aimerait pas qu'on dise que Lindbergh a traversé l'Atlantique en avion le premier, tu sais. Oui, on va dire que c'est quand même plus accessible que de ça, parce que là, au point de vue physiologique, c'est quand même un exploit. Ah, mais oui. Enfin, c'est qu'il faudrait que je demande l'autorisation à la famille de donner son nom. Parce que pour le moment, je vous avoue que je ne me sens pas du tout autorisé à le dire. Alors donc, en tout cas, c'est quelqu'un dans la marine, et... Gilles Sargent va probablement le trouver, puis il va le placer dans le conférence. À ce moment-là, je me sentirais des... Oui. C'est un peu dommage, ce côté entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde. Il y aura dans le Nouveau Monde, j'espère, une créativité sans limite. Ce qui a nui dans l'Ancien Monde, c'était les brevets d'invention, les droits d'auteur, les droits d'auteur qui interdisent à l'autre de... Puis finalement, la créativité, on la tue dans l'œuf. Alors que si on veut arriver dans un nouveau monde créatif, branché sur l'esprit, c'est pas en se limitant continuellement, puis en disant, attention, on peut pas faire un pas à gauche, on peut pas faire un pas à droite. Oui.
Et quand on en fait, souvent on se fait taper sur les doigts. Je ne donnerai pas d'exemple, mais dans ma propre vie, des fois, on est venu me faire taire, hein, parce que on a fait certaines choses. Je vais en dire une parce qu'elle est vieille, 1973. Pour moi, c'était hier, mais pour le public, c'était du temps de l'âge de Noé. Hein, bon. Eh bien, en 73, il y a un groupe de gens universitaires. C'est-à-dire qu'il y avait un comité fondateur qui comprenait des professeurs d'université de McGill, Concordia, UQAM et Montréal. Ça, c'était le comité de consultation. 4 universités. 4 universités, tous professeurs. On est venu me chercher en 73 pour être le directeur pédagogique. Je vais dire le nom du président parce que maintenant il est mort. Et je peux donc le dire. C'est le professeur Henri Ouellette, doyen de la faculté de psychologie de l'université Laval. Donc, c'était pas non plus n'importe quoi. C'était le doyen de la faculté de psychologie de l'université réputée. C'était le président. Bon, donc c'est lui qui est venu me chercher et il a dit « Vous êtes le directeur pédagogique ». Alors, pendant quelques mois, on a fait des tas de conférences, on a écrit, enfin surtout moi, puisqu'on aime me faire parler, parce que, paraît-il, j'ai de la facilité à parler. Bon, donc on a fait plein de conférences. Toutes les semaines, on avait une conférence avec salle pleine. Puis, au mois d'octobre ou novembre, nous avons décidé d'aller un petit peu plus loin, et nous avons fait une réunion générale, et un représentant, je dirais pas son nom, du gouvernement du Québec, est venu et il a semé une pagaille telle que nous nous sommes dissous. Voilà. Et ça, c'est un fait. Ça s'est passé donc en 1960. Je suis de bord le mouvement religieux chrétien catholique du Québec sous la nappe. Je ne sais pas. Nous, ça s'appelait l'Institut de recherche en parapsychologie du Canada. Et il était bilingue parce qu'on avait l'intention, on avait déjà des données pour Vancouver. Il y avait déjà des gens de Vancouver qui voulaient s'associer à nous. Nos réunions se tenaient à l'Université du Québec, à l'UQAM. Donc, on n'était quand même pas des fantaisistes. Et c'était pour faire des recherches dans ces domaines-là, pour que ce soit sérieux. Donc on avait fondé ça, et il y a des journaux de l'époque qui doivent en parler, parce qu'on a été photographié, on a été tout ça, on est passé à la radio, à la télévision, donc il y a certainement des traces. Mais ça a disparu, il s'est évaporé, parce qu'on nous a demandé, presque gentiment, de disparaître. Louis Bélanger. Alors bon, voilà. Louis Bélanger, qui était... Ah ben lui, au moins, je le connais bien, on était amis. Ah oui. Lui, il a réussi à enseigner à l'université de Montréal, mais on se parlait intimement. Hein. Il a dit, mais moi, je ne transmets pas de savoir, je transmets des connaissances livresques. Il a dit, mais moi, je ne donne pas aux gens le moyen de le faire. Il dit, c'est pas dans mon travail. Et il avait changé le terme parapsychologie par le terme psychologie. En psychologie. Oui, c'est intéressant. Psychologie. Ben oui. C'est ça. Oui, je m'en souviens très bien. Ben oui. Alors, on était bons amis, hein. Alors donc, ça va très bien. Donc, son travail était très bien, c'était cadré, c'était l'université qui transmet des connaissances théoriques, mais on ne fait pas de recherche. Nous, il avait fait un stage à l'université de Fribourg en Allemagne. C'est ça. C'est ça. Et quand il est revenu, c'est là où je l'ai connu. Ben quand il est revenu. Voilà. Mais ça me fait penser un peu à l'école Jedi, à Star Wars, la guerre des étoiles. Des gens qui veulent devenir Jedi. Et moi, je prône depuis des années de développer des pouvoirs psy. Et ça existe. Et vous ne l'enseignez pas sur Internet? Non. Si j'étais au Canada, j'irais vous taper à la porte. Parce que j'ai essayé de faire ça. En France, j'avais essayé au Canada, mais c'était trop tôt. La preuve, on nous a fait demander de fermer les portes. Hein. Donc, ça s'est pas fait. Mais j'ai essayé en France, et ce n'est pas possible. Non. Tandis que là, vous avez au moins le droit de le proposer. C'est déjà ça. Ici, en France, si je proposais ça, je serais accusé d'avoir une secte. Et la secte est mal vue, parce que toujours à cause du temple solaire, la secte, c'est toujours des choses terribles. Alors donc, on ne peut pas. Mais c'est très bien d'essayer, et j'applaudis, parce que je dis, j'aimerais bien faire ça, moi aussi. Parce que c'est la préparation de l'homme futur, ça. Dans quelque temps, je reçois Jean-Pierre, attendez un peu. Pas Jean-Pierre Girard, quand même. Jean-Pierre Girard, vous connaissez? C'est un Français qui est tellement célèbre. Ben oui, j'ai eu affaire à lui déjà dans le passé. Je lui avais demandé quel est le rôle de la sexualité
dans les énergies qu'on appelle la parapsychologie et tout ça. Et il m'avait répondu devant ma caméra, il n'y a que ça, monsieur. Oui, c'est peut-être un peu simplifié, mais c'est très important. Mais disons qu'il n'y a pas que ça, parce qu'on a quand même, en sanskrit, 7 chakras, et la sexualité, c'est le chakra numéro 2. Il y en a d'autres, il y en a 6 autres. Hein. Donc il a raison, c'est beaucoup. Parce que, point de vue matériel, pour les pouvoirs matériels, c'est temps. Ici, j'essaie d'éduquer un peu le public à l'idée que quand on utilise le mot sexe ou sexualité, on ne fait allusion qu'à un des 7 chakras qu'on appelle le chakra de la génitalité. Mais que le vrai sens de sexe, quand on dit sextant, sexagénaire, année bissextile, ça ne veut pas dire faire 2 fois du sexe. Non, c'est pas la même racine. Hein, non, parce mais que sexe, ça veut dire 6. Le sexus, qui est l'étoile de David, là, les 2 triangles l'un dans l'autre, qu'on appelle aussi le sexus. Tout ça, c'est 6. Et le génital, quand on parle de sexualité dans les cours de sexualité, on se limite au génital. Alors que moi, ce que je veux dire, et le faire comprendre au public, c'est que oui, justement, le sexe, c'est d'abord les 6 chakras qui marchent par paire, et le 7e, qui est le chakra cardiaque au centre. Et c'est celui qui t'amène vers l'autre. Mais les 6 fonctionnent par paire. Ben oui. Alors, il y a une clé derrière ça. Tout le monde a peur de parler de sexualité parce qu'il pense toujours à la génitalité. Mais Claude Gérard, vous avez été quelqu'un qui a eu de l'audace. Vous avez publié un livre au tout début, qui a même été reconnu il y a quelques années seulement comme étant un grand livre pédagogique. C'était, je pense, la symbolique du corps humain. Ah, oui. Alors, c'est ça. Le premier s'appelait Le symbolisme du corps humain, et j'ai eu le prix de l'expo du livre, là, la foire du livre, je ne sais plus quelle année. C'était le livre ésotérique de l'année. J'ai eu ce prix-là. Bon, il a été réédité ensuite chez De Mortagne sous le nom de La clé des symboles. Il a été repris, il a été épuisé, il a été réédité. Alors c'est vrai que dans ce livre de symbolisme, je parle aussi de sexualité, mais justement pas seulement de génitalité, parce qu'il y a aussi tout le côté énergétique et occulte et magique, il y a beaucoup dedans. Hein. On peut faire de la magie noire et de la magie blanche, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Mais là, disons que c'est peut-être pas le lieu pour épiloguer là-dessus. Non, voilà. Mais oui, en même temps, Claude Gérard, c'est que vous nous dites que l'enseignement ou la révélation du nouveau monde qui ne sera pas prothétique, matérialiste, va être dans le plan des énergies, de la force soit avec vous. Et comme on a vu dans la guerre des étoiles, la force peut très bien aller du côté brillant comme du côté dark, du côté sombre de la force. Absolument. Alors que dans la prothèse, on peut voir à l'œil, tout le monde va voir si tu utilises une automobile pour frapper sur le monde dans la foule. On va t'enlever le permis de conduire et puis tu n'auras pas le droit d'utiliser une automobile. Quand tu utilises la force, c'est invisible. Et si tu t'en sers d'une manière négative, ça peut devenir extrêmement dangereux. Plus encore qu'une automobile qui fonce sur la foule. Absolument, parce que c'est invisible. Ben oui. C'est invisible. Alors on peut faire des choses très noires. Moi j'ai appris la théorie, je ne l'ai jamais pratiquée parce que je connais l'histoire du choc en retour et de 1 et du karma à longue échéance. Mais on peut, avec ces pouvoirs-là, faire des choses horribles. Moi, je connais quelqu'un qui a étudié la Kabbale uniquement pour découvrir les moyens de passer dans la magie noire. Eh ben, c'est un kabbaliste montréalais qui faisait des choses terribles. Il tuait des gens. Mais c'est pas prouvable puisque la police, même avec les médecins légistes les plus brillants, ben, ils trouvent rien. Il n'y a rien de visible. Et de dire c'est un magicien, mais en loi, ça n'existe pas, le magicien. Donc, il n'a jamais été inquiété. Sauf que s'il est mort maintenant, peut-être qu'il voit ce que c'est que le karma. Alors la grande question que je vous pose, Claude Gérard, parce que personnellement, j'ai été impliqué dans des trucs ésotériques de pouvoir qui ont mal tourné, à mon corps défendant. Comment pouvez-vous enseigner ou choisir un élève
et d'être sûr de la capacité et de la qualité. À toute âme bien née, tu sais, la valeur n'attend pas le nombre des années. Oui, d'accord. Mais à toute âme mal née, on ne le voit pas à l'œil. Et je dirais que quand il s'agit de choisir quelqu'un qui en veut donner des enseignements secrets, je suis avec une équipe. Certains voient, certains perçoivent, certains entendent, et de cette manière, on rencontre la personne, et après, quand on fait sortir la personne, et on discute des perceptions, et si on est d'accord, c'est oui ou c'est non. Si on n'est pas d'accord, on recommence ou on dit on verra plus tard. Mais je ne le fais jamais tout seul, parce que je peux me tromper, il m'est arrivé de me tromper, et c'est pas bien, justement, mais je n'ai pas livré par chance, quand je suis pas sûr, des grands secrets. Comme on fait en franc-maçonnerie, officiellement, maintenant c'est devenu, on pourrait dire, purement théorique, là, mais à la lointaine époque, le candidat était scruté sous toutes ses formes avant d'être accepté comme frère. Aujourd'hui, c'est un peu plus théorique parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui croient qu'on peut voir, qu'on peut sentir et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de plus que lui poser des questions s'il est de bonne vie et de bonne mœurs et tout ça? Ben oui, bien sûr. Et puis après, on s'aperçoit que c'est quelqu'un d'épouvantable. Mais enfin, disons que, bon, c'est notre époque, c'est normal, ça, hein. Mais quand on veut enseigner des choses comme le Jedi, on a intérêt à savoir qui est devant. Alors moi, tout seul, je ne prends pas le risque. C'est une équipe avec moi et on discute comme ça, on regarde la personne et puis on veut savoir. Dans l'émission qu'on a fait pour le Club Créé, je vous ai posé la question, est-ce que Claude Gérard Sarrazin entend la petite voix? Est-il en contact avec ce monde de l'invisible qui guide, qui conseille, qui prévient, qui peut être là comme conseiller? Est-ce que vous l'entendez? Vous m'avez répondu oui. C'est la seule chose que je vais vous dire, parce que je ne veux pas être enfermé comme un vieux gaga fou. Et puis je disais, vous composez de la musique. Souvent, Mozart disait que la musique qu'il écrit, il l'avait d'abord entendue. Alors, on peut entendre de la musique, mais il ne faut pas dire qu'on entend des petites voix. On peut même pas dire on entend de la musique, parce qu'aujourd'hui, c'est plus permis. Mais j'ai retrouvé le nom de l'auteur que j'avais lu il y a 40 ou 50 ou 60 ans, je sais plus. Et il s'appelle Tyrrell, T-Y-R-E-L, et ça s'appelle Au-delà du conscient. Je crois que l'édition, c'était Payot. Et il parle de tous ces maîtres, comme Mozart et d'autres, qui entendaient, et qui écrivaient sous la dictée. Vous venez de le dire que je l'avais déjà avoué, mais tout à l'heure je l'ai quand même dit que quand j'écris un livre, je l'écris directement sans plan, même mes thèses à l'université. Bon, donc oui, c'est vrai, puisque j'ai la chance, parmi les gens qui ont cette chance-là, d'entendre comme Socrate la connaissance et de m'en servir. Et quand je suis pas en bon état, ben ça descend pas. Par exemple, je voudrais à l'instant faire telle ou telle chose, ben ça, il y aura rien et ça sera le silence. Parce que c'est pas ça que je dois faire maintenant, là. Alors là, je suis branché sur ce que nous disons, et ça s'arrête là. Si je dois me mettre à composer, ben, c'est pas sûr que je peux le faire instantanément. Je pourrais improviser une petite chose facile, là, mais pas du sérieux. Alors voilà. Pourquoi me demander si je suis en contact? Puisqu'il y a des gens qui vont penser que... Non, c'est parce que justement, vous avez dit au début de l'entrevue que vous êtes sur la voie du mystique. Très intéressant. Définissez-moi ce qu'est le mystique à notre époque du XXIe siècle. Alors, ça va faire pédant, mais le mot mystique vient du grec, n'est-ce pas? Et ça ne veut pas dire un rêveur, ça veut dire mystère. Donc, celui qui est un mystique, c'est quelqu'un qui est initié au mystère et qui a ensuite accès au mystère. Donc, les écoles de mystère, c'était les écoles mystiques. C'est le vrai sens du mot mystique. Et c'est celui que je retiens. Tandis qu'aujourd'hui, un mystique, c'est quelqu'un qui est un petit peu farfelu et qui a des visions sans preuve, sans fondement. Enfin, c'est un petit peu ça. Ou, si on est théologien, c'est quelqu'un qui a, comme les grands Sainte-Thérèse ou Saint-Jean-de-la-Croix, qui ont des expériences de vision divine. Alors, ceux, ils ont le droit à mystique, ceux-là, et là, on les respecte, heureusement. Et il y a les autres qui ne sont pas sanctifiés par un brevet, et qui sont, eux, des rêveurs, et dit-on, des farfelus. Voilà ce que ça veut dire aujourd'hui, mystique. Mais pour moi, mystique, c'est sérieux. En haut, là, vous avez les grands saints comme Sainte-Thérèse et tout ça, là, qui ont le contact suprême, là. Et puis après, il y a les autres qui ont contact avec
disons des anges, si vous voudrez, d'un niveau un peu plus près de nous, si vous voulez, là. Les écoles initiatiques grecques parlaient des mystagogues. Oui, absolument. Ça veut dire celui qui conduit le myste, c'est-à-dire l'apprenti, là. Puisque agog, c'est conduire, là. Pédagogue qui conduit les enfants et tout ça, là. Et donc, c'est ça. Les écoles grecques, c'était ça. De mystère. Ben oui, des mystères d'Éleusis, c'est des gens. Je ne sais pas si je peux dire ça. Bon, oui, Claude Gérard, arrêtez d'être sur le bric-à-brac, comme on dit en québécois. Je suis en France, moi. Et en France, on se méfie. Alors donc, au Québec... présentement, c'est surtout des Québécois qui vous écoutent. Ah, je suis au Québec, là. Bon, d'accord. Alors, si je suis au Québec, je vais me laisser un peu plus aller. Bon. Officiellement, lorsque l'Empire romain est devenu chrétien, mais c'est pas le christianisme de Jésus-Christ, hein, c'est un christianisme plus normal, comme on connaît, là, plus réglementaire, là, hein. Ils ont fermé les écoles de mystère et tous les temples grecs, romains et surtout égyptiens, puisque tout venait d'Égypte. Les Grecs ont été initiés en Égypte. On a tout fermé. On a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, enfin, il restait théoriquement rien. Ceci, c'est la version rassurante et officielle. Ce n'est pas vrai. Car il y a eu des gens qui étaient des fortunés, comme à la Renaissance, et qui ont caché des documents, qui ont caché des initiations et qui les ont transmises. Un prince, Raimondo di Sangre di San Severo, à Naples, a accepté de révéler un peu ce qu'il avait dans sa famille. Et il a fondé, avec Cagliostro, Memphis Misraïm. Donc c'est un petit peu de ce qu'il avait. Et il avait fait construire une chapelle qui existe toujours, où il y avait des statues chrétiennes, et quand on les tournait, c'était pour faire Memphis Misraïm. Et cette chapelle est toujours visible, elle est toujours là à Naples. Mais des familles comme ça, il y en avait plusieurs. Ils se sont toujours cachés parce que, après qu'il y ait eu l'Empire qui était dangereux, il y a eu l'Inquisition en 1200. Et alors, il fallait pas être pris par l'Inquisition parce qu'on n'avait aucune chance de s'en sortir. Mais ces filiations ont persisté. Et il y a donc actuellement, dans des endroits divers sur la planète, des gens qui représentent une filiation venue depuis l'Égypte. Et ce n'est pas, c'est pas uniquement une imagination, c'est une transmission physique de cette époque-là. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas connu du monde général. C'est connu dans les milieux un peu spécialisés, mais le monde en général ne sait pas ça. On pense qu'on a fermé les écoles, on a brûlé tout ça et qu'il ne reste plus rien. Ce n'est pas vrai. Sans compter un endroit, la Bibliothèque Vaticane, où on peut dire qu'il y a certainement beaucoup de ces choses-là qui sont entreposées. Je devais aller visiter la Bibliothèque Vaticane parce que un de mes amis, entre parenthèses, il est prince italien, il m'a dit je peux te faire entrer à la Bibliothèque Vaticane quand tu veux. J'ai mon ami qui est je sais pas comment on l'appelle, celui qui dirige là, le libraire, je sais pas comment on appelle, celui qui dirige la Bibliothèque Vaticane là. Il a dit c'est un de mes amis intimes. Alors tu peux rentrer. Et je suis pas allé pour une raison, c'est que ces livres sont écrits dans la langue originale que moi je ne peux pas lire. Donc je vais attraper ça et qu'est-ce qu'il y a écrit là-dedans? Je suis coincé, moi je suis malheureusement moderne. Moi je parle français, l'anglais, je lisote l'espagnol et l'italien, le latin, le grec, mais je peux pas lire un livre, moi j'y comprends rien. Alors donc ça fait que les secrets sont bien gardés parce que pour rentrer là-dedans, d'une part, bon il faut montrer patte blanche, mais ça c'était fait, mais il faut savoir lire. Et je peux pas lire. Alors donc, je sais pas s'il y a ces secrets-là dedans, je peux pas rentrer, j'en sais rien. L'année dernière, au congrès, j'avais reçu Diana Pasulka, qui est un professeur de religion à l'université de Caroline du Nord aux États-Unis, qui est une femme qui a été acceptée à la Bibliothèque du Vatican l'automne dernier. Elle est allée, c'est une des très rares femmes. C'est un endroit où on laisse pas beaucoup les femmes passer. Elle est allée passer là quelques semaines pour aller voir précisément certains documents et elle va nous en faire un compte-rendu à la fin du mois de mars. Ah, bravo, ça c'est beaucoup. Oui. Alors, oui, effectivement. Michel de Notre-Dame, Garçonnet de son nom d'origine juive, Nostradamus de manière la plus connue, Michel de Notre-Dame, il allait à l'abbaye d'Orval, Orval. Oui, Orval. Et il a eu accès à des bibliothèques comme celle que vous venez de nous mentionner. Et lui, il lisait très bien le grec, le latin, l'hébreu. Bien sûr. Et peut-être encore.
Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Mais ça, il a laissé des traces à Montpellier, c'est pas tellement loin de chez moi, ça, Nostradamus. Exactement. Voilà. Ben oui, Maintenant, ce qu'il a écrit, c'est difficile à interpréter, beaucoup de gens s'y sont risqués, et puis faire des prédictions rétrogrades, c'est facile, mais ceux qui ont fait des prédictions comme ça, ils ont souvent bu le bouillon, hein, parce que on en a tous lu des histoires comme ça où on s'aperçoit que ça a été interprété. Bon, ça fait qu'on ne sait pas ce qu'il a voulu dire exactement. Hein. Bon, on parlait tantôt de la projection de la conscience qui n'est pas dans le cerveau, qui est indépendante de la biologie de l'être. J'ai reçu au congrès, il s'appelait Courtney Brown, qui est un des spécialistes aux États-Unis dans le domaine du remote viewing. Il a travaillé avec Ingo Swann, d'accord. Très connu. Les chefs de Washington, il les connaissait. Oui, oui, oui. Bon, alors là, je vous lance sur une piste, parce qu'il nous reste peu de temps. Ça fait près d'une heure qu'on est ensemble, Claude Gérard. Ah oui, oui, c'est vrai. Voyager dans le temps. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que dans les pouvoirs psy, il ne pourrait pas y avoir aussi un pouvoir de la conscience, d'aller dans le passé, en être témoin? On ne peut pas être acteur parce qu'on changerait l'histoire. On peut au moins en témoigner, aller voir et aller dans le futur. Qu'est-ce que vous en pensez des voyageurs du temps? Oui, absolument. Puisque actuellement, tous ceux qui font le remote viewing, ils le font. Parce que certains, pas tous, mais il y en a qui vont voir ce qui va se passer. C'est un voyage dans le futur. Et je connais plein de gens qui vont dans le passé pour regarder ce qui s'est passé et pour raconter éventuellement votre vie précédente. Évidemment, il y a beaucoup de farfelus, hein, mais il y a des gens sérieux aussi, et j'en connais. Et donc, on peut, avec la conscience, visiter le passé, le futur et le lointain. Car nous sommes limités par notre incarnation matérielle dans moi, ici, maintenant. Dans cette conscience-là, il n'y a pas moi, ici, maintenant. Il y a une sphère. Nous sommes un petit poids comme ça, et puis on va être en diamètre comme ça, horizontalement, aller voir ailleurs, la remote viewing, on va vers le haut pour aller voir un petit peu, on descend vers le bas pour savoir, et ça fait une sphère. Et actuellement, c'est déjà faisable. Maintenant, est-ce qu'on pourra physiquement aller dans le futur ou le passé? Je ne crois pas que ce soit possible, parce qu'on changerait des choses, mais la conscience, oui. Est-ce qu'on pourra se téléporter? Ça, j'en suis certain. Parce qu'il y a déjà des gens, je ne parle pas des corpuscules, parce qu'on l'a fait en science déjà avec des atomes et tout ça, mais des humains qui ont fait la téléportation. Ça, oui. Il y a des saints connus qui l'ont fait, et des gens moins connus et qui l'ont fait aussi. Je connais au moins 2 personnes qui maintenant sont adultes, mais dans leur enfance, ils ont fait de la téléportation, les 2, et devant témoins. Ils l'ont fait involontairement, parce que c'était des enfants. Mais ils sont partis de la chambre où ils étaient, aller par exemple dans le jardin, au bout du jardin, ou comme ça, et pouf. Et j'en connais 2, que je connais personnellement, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui m'ont raconté, moi je les connais. Donc je sais que c'est vrai. Je trouve génial, Claude Gérard, de vous avoir retrouvé avec la même énergie que vous aviez il y a 40 ans. La présence d'esprit, la vivacité, le plaisir et l'enthousiasme. Anthéos, c'est Dieu en soi. Hein. Oui, oui. C'est mieux que de la passion, parce que la passion, on a vu ce que c'était la passion du Christ. C'est très souffrant. Oui. Mais l'enthousiasme, c'est merveilleux, c'est lumineux, c'est bon, parce que d'entrée de jeu, on parlait du livre Homo Deus. Oui. C'est sûr que tout le monde le met en éloge parce qu'on dit le monde nouveau qui s'en vient va transformer l'humanité, on va avoir de la technologie extraordinaire, l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine, enfin on va régler 90% des problèmes dans la matière. Mais le problème de l'esprit, vous nous donnez un espoir qu'il y a encore quelque chose à aller chercher et à développer soi-même. Oui. C'est exact, c'est un bon résumé, et j'en suis très heureux. Et merci pour me dire que j'ai gardé ma vivacité, parce que des fois je pourrais en douter, et vous le savez, j'ai 82 ans. Hein. Et donc, on peut se dire qu'à 82 ans, normalement, on perd la boule. Mais enfin, j'ai cette chance, une grâce, d'avoir gardé ma tête. Voilà. Aviez-vous des parents qui ont vécu vieux? Avez-vous ça dans votre génétique? Oui. Oui, mes tantes sont toutes parties après 95. Une de mes tantes par alliance a sa sœur qui est partie à 106.
Disons que dans ma famille, il y en a beaucoup qui dépassent les 90. Hein. Oui, oui, ça c'est une tradition chez moi. Alors voyez-vous, grâce à la génétique de votre parenté, vous avez une garantie de plusieurs bonnes années. Et on nous dit que dans Homo Deus, on va jouer sur la génétique humaine pour l'améliorer au point de corriger des défauts génétiques qui vont peut-être provoquer une longévité encore beaucoup plus grande, beaucoup plus accrue, grâce à la science. Oui, c'est possible, c'est possible. Pourquoi pas? C'est très bien, c'est très très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Si ça plaît, moi, j'ai rien à dire. C'est bien. Je ne le ferai pas parce que je n'aime pas les tripotages, mais disons que c'est très bien. J'ai rien à dire contre ça. Voilà. Bon, mais en tout cas, je suis enchanté d'avoir retrouvé le Québec. Et puis, je dis au revoir à tous mes amis québécois qui me connaissent peut-être pas parce que ça fait longtemps, hein, mais ça ne fait rien. Peut-être que certains me reconnaîtront et moi, j'aimerais bien les reconnaître. En tout cas, merci infiniment. Allez sur Internet en écrivant Claude-Sarrazin et on va retrouver, grâce à ça, votre site et tout ce que vous proposez. D'ailleurs, il y a un livre en PDF qui est disponible gratuitement, dont on reparlera au Congrès, qui est en rapport avec la vie cachée de Jésus. Vous l'avez intitulé comment précisément? L'Évangile de l'Éther, A-I-T-H-E-R, l'Évangile de l'Éther. C'est un mot grec, éther, si les gens ne savent pas, c'est le subtil, et en termes, disons, plus populaires, disons, expérimental, ça veut dire mémoire akashique. Donc l'éther, je dis, c'est pas une traduction grecque, mais enfin, ça veut dire la mémoire akashique. Dans le cas qui nous intéresse, parce que c'est vaste, hein, éther. Donc là, dans le cas qui nous intéresse, c'est la mémoire akashique. Voilà. Encore une fois, mille merci, Claude-Gérard Sarrazin. Au plaisir de vous retrouver au cours de cette année 2018. Ce n'est pas la dernière fois, certain. Merci. Je l'espère aussi. Merci infiniment. Merci. Quelle belle rencontre avec ce maître en ésotérisme. Enregistré samedi le 3 février 2018 pour l'émission Vidéo Randia numéro 5 de l'année 2018 avec Claude-Gérard Sarrazin. Homo Deus versus Homo Diabolos, qu'on a vu en 1988 et aussi qu'on retrouvera dans le club créé salle 1802. Bonjour, chers amis du Québec. J'y ai passé 33 années merveilleuses dans cette belle province. J'en ai gardé un excellent souvenir. J'ai gardé également un magnifique souvenir des émissions ésotérisme expérimentales. Ne manquez pas de lire le complément de notre ami Gilles Surprenant qui apporte beaucoup d'éléments visuels et textuels et des liens en rapport avec les propos qu'on a tenus ensemble dans cette émission vraiment très spéciale. Je vous rappelle qu'au congrès ESO 801, samedi saint, le 31 mars 2018, à l'hôtel Sandman, juste à côté de la station de métro de Longueuil, Claude-Gérard Sarrazin sera avec nous. Claude-Gérard, au début de l'émission, j'ai remarqué quelque chose qui crève l'écran. Tu es habillé, est-ce intentionnel, aux couleurs du drapeau du Québec? J'ai pas pensé. Quand j'ai vu ça dans mon armoire, je dis ça et ça va aller très bien. Puis c'est... oui. Eh bien non, j'y ai pas pensé. Eh ben non, j'y ai pas pensé. Eh ben bravo. Tant mieux. Ouais. Bon. Ouais. Ah, bravo. C'est une inspiration sans doute parce que c'est involontaire. C'est un retour de Claude Gérard au Québec, mais pas par temps froid comme on a actuellement. Au plaisir, Claude Gérard. Mais au plaisir. Hein. Et oui, le drapeau du Québec, bleu et blanc. Auteur très prolifique. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec un sociologue. Bonne semaine.